maintenant rendu aux étudiants. Pour nous, c'est important, dans le cadre du CRIP et de l'événement, de souligner la qualité du travail des étudiants au cycle supérieur, des équipes de recherche de l'IUD, du RISC et d'Hermès. Ils ont été invités à participer à un concours de présentation. Nous souhaitons mettre de l'avant la diversité et l'excellence de leur travail de la relève. Et d'ailleurs, vous pouvez prendre connaissance de l'ensemble des travaux de ces derniers sur le site web du CRI. Mais avant d'annoncer les récipiendaires des prix et de débuter les 3 présentations, j'aimerais inviter Rosalie Genois, étudiante au doctorat en recherche en sciences de la santé, à prendre la parole. Bonjour à tous, merci Vincent. Donc, comme Vincent mentionnait, je m'appelle Rosalie Genois. Je suis une représentante des étudiants chercheurs en dépendance depuis déjà quelques années maintenant. Donc, je voulais juste prendre quelques minutes là, pour dire que le comité des étudiants chercheurs en dépendance existe, qu'il regroupe là, tous les étudiants de 2e et de 3e cycle qui effectuent des recherches là, dans leurs travaux sur les substances ou la dépendance en général. Donc, si toutefois vous vous reconnaissez dans cette description-ci, je vous invite à nous rejoindre, soit à communiquer avec les coordonnatrices, soit du RISC ou de l'IUD, afin de donner vos coordonnées, afin qu'on puisse vous ajouter dans les listes de diffusion des différentes informations pour les étudiants. Et aussi à nous rejoindre sur Facebook, où on a un groupe Facebook qui s'appelle Étudiants chercheurs en dépendance, où il y a différentes publications qui permettent de mettre en lumière certains travaux, certaines trouvailles ou toutefois toutes sortes de choses qui se passent dans la communauté étudiante. Je prends aussi là, 30 petites secondes pour simplement rappeler aux étudiants que différents groupes de recherche, dont le RISC et les UD, là, qui sont organisateurs du CRI, qui offrent des bourses étudiantes là, qui s'adressent spécifiquement aux besoins des étudiants, de montants très variés, là, de quelques centaines de dollars à quelques milliers de dollars. On a différents types de bourses pour favoriser la publication d'articles scientifiques, pour favoriser les participations dans les congrès, autant national qu'international, pour soutenir la rédaction des mémoires, des thèses et plein d'autres types de bourses. Donc, j'invite à consulter ces types de bourses-là qui sont directement sur les sites Internet des groupes qui les distribuent, soit le site Internet du RISC ou le site Internet de l'IUD, entre autres. Donc, si toutefois vous êtes un étudiant et que vous vous sentez interpellé, ou que vous êtes un chercheur et qui avez des étudiants là, qui font des travaux, donc je vous invite à me contacter ou à contacter, comme je dis, les coordonnatrices là, afin qu'on puisse développer cette communauté étudiante-là là, et qu'on puisse se retrouver entre nous et s'appuyer dans nos études et dans nos recherches. Donc, voilà, puis je souhaite mes félicitations à tous les étudiants aussi qui ont participé là, au concours et bien sûr aux gagnants des concours aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, nous allons accueillir Mme Myriam Beaulieu, qui est étudiante au doctorat en psychoéducation à l'UQTR sous la co-direction du professeur Joël Tremblay et Karine Bertrand. Présentation intitulée « Les forces et les ressources mobilisées à travers le parcours des personnes présentant un trouble persistant d'usage de substances. Résultats préliminaires ». Félicitations encore, Myriam, pour ton prix du candidat au doctorat et je te laisse la parole. Donc, merci. Je suis vraiment très, très honorée de pouvoir être là aujourd'hui, de vous présenter les travaux sur lesquels je travaille, les quelques résultats préliminaires. Mais avant là, de faire ça, je propose de situer là, brièvement les notions qui sont rattachées au concept de rétablissement, dont la notion de capital de rétablissement, et de circonscrire un petit peu c'est quoi le profil de trouble persistant d'usage de substances. Donc, le concept de rétablissement, ça nous vient du domaine de la santé mentale, mais c'est de plus en plus adopté en dépendance pour caractériser la rémission du trouble d'usage de substances. Le SAMHSA le définit comme un processus de changement dans lequel chaque individu va améliorer sa santé, son bien-être, mener une vie en fonction de ses propres exigences et s'efforcer d'atteindre son plein potentiel. Donc, ici, dans cette définition-là, contrairement à d'autres définitions du rétablissement, on ne trouve pas l'abstinence comme étant une condition à l'amélioration puis à l'atteinte d'une forme de bien-être. En fait, le rétablissement, c'est compris davantage comme un processus et plutôt qu'un état qui serait dichotomique. On ne va pas non plus dicter ce qui doit faire partie du processus de rétablissement. On laisse
assez grande ouverte la porte pour montrer que c'est à la personne qui vit son processus de rétablissement, c'est elle qui est l'experte de sa situation, puis c'est à elle de venir fixer les exigences de l'amélioration de ses conditions de vie. Donc, il s'agit d'une façon de voir les choses qui est assez cohérente avec les études qui s'intéressent au rétablissement du point de vue des usagers. Des études qui nous montrent que le rétablissement, c'est un processus qui est non linéaire, dont l'abstinence est un élément important, mais qui n'est pas le seul, qui montre ici tout le caractère multidimensionnel de la notion de rétablissement. Pour améliorer leur qualité de vie, c'est aussi important de pouvoir s'occuper des autres problèmes qui sont sous-jacents à la consommation. L'autre point, c'est que le rétablissement, c'est une trajectoire qui est caractérisée par des étapes, des événements marquants. Des étapes qui peuvent varier en fonction des caractéristiques de chaque personne, comme le genre ou l'âge, l'appartenance sociale ou encore la nature, l'intensité, la durée du problème de dépendance. Il n'y a donc pas de trajectoire unique de rétablissement. Dans cette idée-là où le rétablissement, c'est un processus, il y a un autre concept très utilisé pour venir expliquer ce qui permet aux personnes de se rétablir, et c'est le concept de capital de rétablissement, qui correspond à la somme des ressources qui sont disponibles pour venir aider les personnes à progresser dans leur parcours de rétablissement. Ça comprend à la fois les ressources sur le plan personnel, comme leur qualité, leurs compétences ou leurs connaissances, leurs ressources matérielles et financières, mais ça correspond aussi aux ressources que leur réseau social pourrait mettre à leur disposition et aux différentes ressources qui sont disponibles dans leur environnement. Le concept de capital de rétablissement il est intéressant parce qu'il nous permet de tenir compte à la fois des caractéristiques sur le plan individuel, mais aussi celles qui sont situées dans le contexte et l'environnement de la personne, ce qui nous donne un point de vue finalement global sur sa situation. Le concept de capital de rétablissement, ça nous permet aussi de comprendre pourquoi il y a certaines personnes qui s'en sortent mieux que d'autres à niveau de sévérité égal. Mais c'est un concept qui a surtout été étudié auprès d'hommes blancs qui n'ont pas utilisé les services pour se rétablir et il a donc été moins étudié auprès des femmes, des populations en situation de précarité et des personnes qui présentent un trouble persistant d'usage de substances. On a plusieurs données qui nous montrent que pour certaines personnes, le trouble d'usage de substances est un problème qui va persister dans le temps. On a d'abord les données de M. White qui a fait une large recension des écrits qui nous indique que 5 ans après avoir reçu des services en dépendance, environ la moitié des gens qui présentent plus de critères diagnostiques du trouble, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais c'est aussi dire que pour l'autre moitié, le problème semble persister. On a aussi des relevés d'utilisation de services qui nous montrent que pour l'année 2017 aux États-Unis, il y a 66% des gens qui n'en étaient pas à leur première demande d'aide. Et que de ce nombre-là, il y en a 15% qui en étaient à leur 5e traitement. Et finalement, on a aussi la méta-analyse de Fleury et de ses collègues qui nous apprend que pour 35 à 54% des gens, la durée moyenne de la trajectoire de rémission serait de 17 ans. 17 ans entre la première année où le problème débute et la première année où on note une absence de critères diagnostiques. Pour venir caractériser la persistance du trouble dans le temps, il y a plusieurs auteurs qui utilisent le terme chronique, qui vont définir comme une trajectoire qui est marquée par des épisodes répétés de traitement, dont l'utilisation de services spécialisés ou de groupes d'entraide comme les AA ou les NA. Une trajectoire qui est aussi ponctuée par des épisodes d'abstinence plus ou moins longues et des rechutes qui mènent au retour d'une consommation qui est modérée ou problématique. Personnellement, j'ai un peu de mal avec le terme chronique qui renvoie pour moi à quelque chose d'irrémédiable ou d'irréversible. Bref, un problème dont on ne va jamais se débarrasser. Ça ne représente pas tout à fait, selon moi, des personnes qui ont un trouble d'usage de substances, même ceux pour qui le problème est plus sévère. C'est pour ça que vous allez plus m'entendre utiliser des mots comme trouble au long cours ou problème persistant pour venir qualifier le profil de ces personnes-là pour qui le problème va s'étirer dans le temps. Parmi les personnes qui ont un trouble d'usage de substances, les personnes qui ont un profil au long cours se différencieraient des autres par une plus grande sévérité clinique du trouble, comme des problèmes de polydépendance, par exemple, un usage de drogue par injection à un âge plus jeune du début du problème, un profil aussi qui serait plus complexe, donc une
concomitance avec d'autres problèmes comme des problématiques de santé mentale, mais aussi des problèmes judiciaires, des problèmes de santé physique. Se différencierait aussi par une plus grande vulnérabilité, donc d'avoir, par exemple, vécu un vécu familial difficile, d'avoir connu différents événements de vie traumatisants et finalement d'avoir un capital de rétablissement plus faible, donc c'est-à-dire d'avoir un moins grand nombre de ressources pour se rétablir. Vu la longueur du parcours de rétablissement des personnes qui ont un profil au long cours et des caractéristiques qui leur sont associées, il semble important de comprendre ce qui les aide à progresser. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont la capacité à continuer à cheminer, à se relever quand ça va mal, puis à continuer à avancer malgré les difficultés? Pour ça qu'on a cherché à documenter les forces et les ressources qui sont mobilisées à travers leur parcours. Puis aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement aux ressources sur le plan personnel. Le projet dont je vous parle aujourd'hui s'inscrit dans un projet qui est encore plus large, qui s'appelle le projet Gender ARP, donc A pour addiction, R pour rétablissement et P pour précarité. Donc, où on cherche à comprendre comment le genre ou le stade de vie peuvent avoir une influence sur les comportements de consommation, d'utilisation de services et aussi sur les parcours de rétablissement. Il y a une des portions de ce projet-là qui consiste à faire des entrevues individuelles en profondeur, puis c'est dans ce cadre-là qu'a été menée la collecte de données dont je vous parle aujourd'hui. Donc, on a cherché à rencontrer des gens qui avaient eu recours aux services spécialisés en dépendance à au moins 2 reprises au cours de leur vie, qui sont en situation de précarité ou qui ont accumulé différentes difficultés au cours de leur vie. Et pour venir diversifier notre échantillon, on a cherché à rencontrer plus particulièrement des femmes. Je présente donc aujourd'hui quelques résultats préliminaires qui reposent sur 8 entrevues, dont 5 hommes et 3 femmes qui ont été âgées en moyenne de 39 ans et qui ont été rencontrées au Centre Le Rucher ou à Portage. Je salue d'ailleurs les gens du Rucher, je crois que j'ai vu parmi les participants aujourd'hui. Donc, sur le plan de l'utilisation antérieure des services, on remarque que les personnes rencontrées ont eu recours en moyenne à 10 services spécialisés en dépendance au cours de leur vie. Et sur le plan du cumul des difficultés, on observe que la plupart des participants cumulent plus d'une difficulté dans des problèmes résidentiels, de violence judiciaire et de santé mentale. Les résultats préliminaires nous montrent que les ressources matérielles et financières sont celles qui font le plus défaut pour venir soutenir le processus de rétablissement. Il y a quelques personnes qui nous expliquent avoir tout perdu au moment les plus difficiles de leur trajectoire de consommation, ce que certains ont appelé leur bas fond. Mais ces données-là doivent aussi être nuancées par le fait qu'au cours de leur vie, les ressources financières et matérielles n'ont pas toujours manqué. Il y a certaines personnes qui mentionnent avoir eu des périodes marquées par une forme de prospérité, donc un bon emploi ou une maison. Il y a plusieurs personnes rencontrées qui m'ont expliqué que ça devenait d'ailleurs un objectif de vie à atteindre, donc d'avoir un milieu de vie ou des objets à eux. Une personne qui nous dit « J'aimerais ça refaire mon crédit, avoir un appartement à mon nom, mes meubles, mes affaires, mon lit, ma chambre, tu sais, vivre de mes propres ailes. » Par contre, les données qu'on a recueillies dressent aussi le portrait de personnes qui, malgré leurs difficultés, sont parvenues à accumuler des compétences, des connaissances et possèdent aussi plusieurs qualités pour faire face à leurs problématiques. Parmi ces forces-là, on note la capacité à dédramatiser, à être capable de rire même quand ça va mal, puis à envisager la vie avec simplicité. La curiosité semble aussi jouer un rôle dans leur capacité à se projeter positivement dans l'avenir, puis ça les aide à se construire autrement qu'en rapport à la consommation. Dans les propos des participants, cette curiosité-là va s'incarner par leur ouverture pour de nouveaux apprentissages ou le fait de cultiver des intérêts variés. Le détachement émotionnel, c'est aussi une force qui est ressortie. Ça nous permet en fait de continuer à progresser malgré la souffrance qu'on a pu vivre soi-même ou dont on peut être témoin. Il y a certaines connaissances acquises ou certaines prises de conscience qui ont été faites au cours de leur parcours qui peuvent venir contribuer au processus de rétablissement. Par exemple, des propos recueillis qui soulignent, par exemple, l'importance de savoir que le rétablissement, c'est un long processus qui nécessite d'y aller étape par étape pour reconstruire ce qui a été brisé, pour affronter puis gérer des souvenirs douloureux, puis pour assurer une transition vers la vie de tous les jours. Donc, de savoir finalement que ce n'est pas magique, que ça n'arrivera pas du jour au lendemain.
Ensuite, il y a aussi la capacité à persévérer malgré les difficultés. C'est une force qui a été nommée par plusieurs participants. La capacité d'introspection, c'est aussi clairement là, un élément clé qui a contribué à les faire cheminer dans le cadre des services qu'ils ont reçus en leur permettant de faire, par exemple, des liens entre leur parcours à eux et les problèmes sous-jacents aux troubles d'usage de substances. Et la capacité de croire en soi, d'avoir confiance en ses propres capacités à se rétablir, ça semble aussi constituer un des facteurs clés pour à la fois initier, mais aussi maintenir leur processus de rétablissement. Même si cette confiance-là en leur potentiel de rétablissement peut être fragilisée par les multiples tentatives passées, il y a plusieurs personnes qui témoignent aussi que ce processus-là, bien, ça se construit ou ça se reconstruit au fil des petites réussites qu'ils vont faire. Il y a un participant qui nous explique le cercle vertueux dans lequel il va développer sa confiance en ses capacités à se rétablir. Il nous dit, plus je m'éloigne des cravings, plus je m'éloigne des envies de consommer, plus j'apprends à me faire confiance dans ma façon de vivre, ma sobriété, bien, plus je prends confiance, plus je suis apte à réussir. Il y a plusieurs participants qui se rattachent d'ailleurs aux qualités que je viens juste de vous présenter pour se projeter positivement par rapport à leur avenir professionnel. Il faut aussi dire que plusieurs d'entre eux ont des diplômes qui occupent différents emplois au cours de leur vie. Il y a certains participants rencontrés qui nous ont dit avoir découvert ou pris conscience de leur force au cours de l'utilisation de services. Il y a un participant qui nous dit « Je me suis rendu compte que j'avais développé au niveau des aptitudes relationnelles puis thérapeutiques. Puis empathique, je suis capable de faire des liens. J'ai vraiment le désir de travailler dans les sciences sociales. » Donc, en conclusion, les résultats qu'on a obtenus jusqu'à maintenant dressent le portrait de personnes qui sont capables, des personnes qui ont cumulé des connaissances, qui possèdent plusieurs qualités pour faire face à leurs problématiques, qui vient faire un décalage avec ce qui est généralement rapporté dans la littérature à propos des personnes qui ont une problématique persistante ou chronique, qui sont souvent perçues à travers leurs difficultés. Sur le plan clinique, on devrait donc aider ces personnes-là à mieux identifier leurs forces en les accompagnant dans un travail de réinterprétation, de recadrage de leur vécu pour les amener à relire différemment leur parcours, en les amenant tranquillement à voir leur succès, à considérer tous les petits pas qu'ils ont effectués vers les changements, puis à identifier leurs forces et les ressources qu'ils ont mobilisées pour passer à travers les moments difficiles de leur vie. Deuxième constat important, c'est que de façon générale, les personnes qu'on a rencontrées ont très peu de ressources financières et matérielles pour maintenir leur processus de rétablissement. Et ça, ce sera un enjeu particulièrement fragilisant pour les femmes. Il y a certains auteurs qui utilisent d'ailleurs l'image du château de cartes pour illustrer l'équilibre précaire de leur processus de rétablissement en l'absence de cette forme-là de ressources. C'est un enjeu qui devrait être pris en considération dans la planification des services, puis à ce niveau-là, le concept de capital de rétablissement pourrait être utilisé pour savoir les types de services qui devraient être préconisés. Donc, merci de votre écoute et un merci spécial aux personnes là, qui ont accepté de participer au projet et au milieu clinique de m'avoir ouvert leur porte. Merci, Myriam. Merci beaucoup. Écoute, on a un peu de temps, on a 5 minutes pour voir s'il y a des questions. J'ai des gens qui te félicitent ici en bas. Présentement, on n'a pas de questions, mais moi, j'en avais une pour toi, Myriam, quand même. C'est de quelle façon, toi, tu vois ça, les services spécialisés en dépendance, comment ils devraient aménager pour mieux soutenir le processus des rétablissements des personnes qui présentent justement un TUS persistant? Oui, très bonne question, effectivement. Donc, comment on devrait aménager différemment? Bien, déjà, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire pour mieux répondre aux besoins des gens qui ont une problématique persistante. On doit déjà souligner l'intérêt des milieux cliniques pour pouvoir le faire. J'ai la chance de travailler sur un autre projet de recherche avec des gestionnaires et cliniciens dans les CRD, puis on a beaucoup de retours sur la pertinence clinique de faire ces changements-là. Donc, cela dit, les discussions puis les réflexions qu'on a en ce moment qui concernent les changements dans l'organisation des services qui devraient être apportés pourraient se résumer autour de 3 grands thèmes, donc la durée, l'intensité et la complexité. Donc, pour la notion de durée, on devrait offrir des services au long cours, donc qui met sur une certaine continuité, une continuité dans les interventions qui sont proposées, mais aussi autant que possible dans une continuité dans les personnes qui mettent en place ces interventions-là.
Donc, à ce niveau-là, il y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées dans le cadre des entrevues de ce projet-ci qui m'ont parlé de leurs besoins d'avoir un accompagnement à long terme, comme un genre de filet de sécurité, en fait, qui pourrait se resserrer ou non en fonction des besoins, qui nous amène à la deuxième grande thématique, qui est l'intensité. Donc, l'intensité des services qui devraient être flexibles pour venir s'adapter au changement de statut des personnes qui présentent un trouble persistant, donc s'accorder au moment de leur vie où elles vont mieux, puis au moment, être plus présent là, au moment de leur vie où ils vont moins bien. Qui peut être fait là, en variant les modalités et les stratégies de contact, puis en améliorant la gestion des périodes de transition, donc le retour dans les services et la fin de service. Finalement, les changements qu'on devrait apporter dans les services devraient aussi mieux prendre en compte la notion de complexité, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein. C'est des gens qui présentent pas juste une problématique de dépendance, mais aussi souvent d'autres problèmes qui pourraient être faits finalement en venant bonifier la programmation, par exemple en intégrant mieux certains enjeux au sein des services, puis en mettant en place aussi différentes ententes partenariales avec différents services du réseau de la santé, dont des organismes communautaires. Puis en utilisant différentes stratégies qui misent là, sur la collaboration. C'est des très bonnes stratégies, Myriam. Vraiment très intéressant, justement, de créer les ponts, hein, puis de faire en sorte de vraiment répondre aux besoins de la personne au moment approprié. J'ai une main levée. Il reste 2 minutes, mais j'aimerais ça donner la parole à Mme Louise. D'abord, des multiples félicitations. Votre exposé, c'est une merveille et vous êtes tellement claire et tellement merveilleuse. Merci infiniment. Une petite question. Vous avez identifié que souvent les femmes, avec beaucoup de force, manquaient quand même de ressources matérielles. Avez-vous des suggestions là-dessus? Bien, on a posé directement la question justement aux gens. Donc, une des questions qu'on leur pose à la fin de l'entrevue, c'est quoi leurs recommandations pour améliorer les services? Puis, il y a certaines des femmes vers qui je me suis tournée qui m'ont parlé du besoin qu'elles avaient eu, en fait, d'avoir, par exemple, des ressources sur le plan là, de logement, par exemple. Ils trouvaient que c'était vraiment, vraiment manquant, qu'il y avait peu de ressources spécialisées pour les femmes. Et puis, quand il y en avait, bien, souvent, ils étaient pleines ou bref, ils n'étaient pas très accessibles. Donc, il y avait beaucoup de choses là, à développer par rapport à ça selon ces femmes-là. Donc, puis l'autre chose que je n'ai pas pu parler, parce que là, je m'intéressais plus particulièrement aux ressources sur le plan personnel, c'est le fait que dans leur entourage, la plupart des gens que j'ai rencontrés, par contre, avaient un entourage qui était soutenant et qui permettait de venir combler certaines de ces ressources-là qu'on ne retrouvait pas là, sur le plan monétaire et financier. Bien, merci beaucoup. Merci, Myriam, pour ta présentation. J'ai vu des mains levées, désolé. On est rendu à notre prochaine présentation, mais merci encore et à la prochaine. Donc, j'inviterai maintenant M. Jean-Philippe Tissia, étudiant à l'essai synthèse de la maîtrise en intervention en toxicomanie, dirigé par professeur Vincent Wagner. Sa présentation, c'est la consommation de substances psychoactives à des fins de performance académique chez les jeunes adultes, une étude de portée de facteurs associés. Félicitations encore, Jean-Philippe, pour ton prix du candidat à la maîtrise. Maintenant, je te céderai la parole. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Jean-Philippe Tissia et aujourd'hui, je vais vous parler de mon essai synthèse, la consommation de substances psychoactives à des fins de performance académique chez les jeunes adultes, une étude de portée des facteurs associés. Et cette synthèse qui a été dirigée, justement, qui était sous la direction de Vincent Wagner et grâce au soutien financier de la Fondation Jean Lapointe. Donc, il y a plusieurs étudiants qui, une fois rendus à l'université, rendus au cégep, vont constater la grande charge de travail et les brefs délais des études postsecondaires. Il y en a plusieurs qui, face à cette constatation-là, ils vont se dire comment je vais y arriver si je n'ai pas les notes nécessaires, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais atteindre mon domaine d'études? Donc, face à justement toutes ces constatations-là, il y a certains étudiants qui vont tenter d'investir des méthodes de travail et de gestion du stress efficace, notamment parfois en diminuant le temps aux loisirs, aux différentes sphères de vie afin de consacrer plus de temps dans leurs études. Bien évidemment, ces stratégies-là ne fonctionnent pas ou ne sont pas nécessairement accessibles pour tous les étudiants. Il y en a donc certains qui vont se tourner vers la consommation de substances psychoactives qui est considérée comme une stratégie rapide, efficace et acceptable d'atteindre leurs objectifs académiques. Là, je vous entends penser, vous vous dites peut-être « les différents médicaments pour le TDA, TDAH comme le Ritalin, Concerta, Strattera, etc. » Mais dans les faits, il y a plusieurs substances psychoactives licites et illicites
comme la caféine et ses dérivés, l'alcool, le cannabis, les amphétamines, qui sont utilisés pour des motifs similaires, hein, c'est-à-dire l'augmentation de l'attention, la diminution de la motivation, la diminution du besoin de sommeil ou des stress associés aux examens. Hein. Dans les faits, on a près de la moitié des étudiants postsecondaires qui vont rapporter avoir utilisé des substances psychoactives licites ou illicites afin d'améliorer leur performance académique. Pourtant, ces usages-là présentent des risques pour la santé et le bien-être des étudiants à moyen et long terme, spécialement pour ces jeunes adultes-là qui sont à une période cruciale de développement personnel et professionnel, qui représentent le groupe d'âge qui consomme le plus de substances psychoactives illicites et qui doivent répondre à des exigences sociétales et académiques de plus en plus élevées. Hein? Puis en plus de ça, on ajoute que c'est un comportement, c'est des phénomènes qui inquiètent beaucoup les parents et les enseignants. Pourtant, les intervenants manquent encore de ressources et les différentes interventions, ce n'est pas l'ensemble du phénomène parce que ce qu'on sait actuellement, c'est surtout sur le misage des médicaments d'ordonnance de type stimulant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, vous m'aurez vu venir, c'est-à-dire que l'objectif de mon essai synthèse, ça a été de recenser plus largement les facteurs associés à l'usage des différentes substances psychoactives à des fins de performance académique chez les jeunes adultes dans le but de bonifier et justement de prévenir ces usages-là. Comment on a procédé? On a fait, dans le fond, une recension des écrits du type étude de la portée afin justement d'avoir un état des connaissances et de pouvoir identifier les différents facteurs associés à ce phénomène-là. On a pu retenir un corpus de 12 articles scientifiques avec les critères d'inclusion. Ça a dû être des articles scientifiques publiés récemment, c'est-à-dire entre 2005 et 2020, qui étaient des articles scientifiques avec données empiriques en plus du comité de relecture par les pairs. Il devait avoir été publié en langue française et anglaise, on s'entend pour que je puisse interpréter et bien comprendre les résultats, et qui ciblait les jeunes adultes, les étudiants et la consommation de substances psychoactives à des fins de performance académique. Critère d'exclusion principal, on a exclu les articles qui abordaient uniquement le misage des médicaments sur ordonnance de type stimulant parce que, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est quelque chose qui a déjà été recensé. Rapidement, un petit coup d'œil, on est capable d'avoir certains éléments associés à cette consommation-là, les facteurs associés à cette consommation-là particulièrement. Donc, le but, c'était vraiment de ratisser un petit peu plus large. Puis de toute façon, dans les 12 articles retenus, on s'entend, ils abordaient quand même le misage des stimulants sur ordonnance, mais en concomitance parfois ou avec les autres substances. Avec ces 12 articles-là, on a fait une analyse thématique des facteurs associés au phénomène. Donc, voici, on s'entend, en vrac, les 12 facteurs associés à ce comportement-là. Je vous rassure, je vais revenir en détail dans quelques petites secondes sur quelques-uns de ces facteurs-là. Mais si je vous les nomme rapidement, les 12 facteurs qui seraient associés à la consommation de substances psychoactives par les jeunes adultes en contexte académique, c'est les expériences antérieures de consommation, les attitudes envers la consommation de substances psychoactives, la sévérité des effets secondaires et les sévérités perçues, l'accessibilité et l'acceptabilité des différentes substances, les croyances et les perceptions, notamment sur les effets, les enjeux de santé mentale et de bien-être, le sentiment d'efficacité personnelle, pression de performance comme norme et adhérence à ces normes-là, stratégie d'adaptation aux exigences, les influences de l'environnement, donc notamment de la famille, des pairs et des professionnels, et finalement, domaine d'études, langue d'études et certains moments à risque aussi qui étaient plus associés à l'usage justement en contexte académique. Donc, si on se plonge un petit peu plus en profondeur, mais il y a un ensemble de croyances et de perceptions qui permettent d'expliquer, mais aussi de maintenir la consommation à des fins de performance académique par les jeunes adultes. Ces croyances et perceptions-là sont surtout associées en lien avec la prévalence d'usage par les pairs ou ce que les consommations ou ce que les différentes substances peuvent permettre, hein, notamment sur l'augmentation de la motivation, de l'éveil, de l'attention, la diminution de la nervosité. Donc, plusieurs croyances et perceptions sur les effets. Deuxième facteur, au niveau des normes de pression de performance, mais on s'entend, les étudiantes qui adhéraient aux normes de pression de performance étaient plus susceptibles de se tourner vers la consommation. Normes de pression de performance qui découlaient notamment des exigences élevées du milieu académique, des parents et des étudiants, mais aussi d'un certain désir de se démarquer des autres pour atteindre parfois des programmes plus contingentés.
Au niveau du sentiment d'efficacité personnelle, dans le fond, le sentiment d'efficacité personnelle, c'est la croyance que les étudiants ont en leur capacité d'atteindre et de réussir à parvenir à leurs objectifs académiques. Donc, vous aurez compris qu'un faible sentiment d'efficacité personnelle, bien, ça faisait en sorte que les étudiants étaient plus susceptibles de se tourner vers la consommation parce que là, la consommation représentait une source d'aide extérieure leur permettant d'atteindre leurs objectifs. 3 autres petits facteurs. Les expériences antérieures de consommation. Fait intéressant, on s'est rendu compte avec les études qu'il y aurait comme une évolution dans les motifs de consommation. C'est-à-dire que les étudiants et étudiantes, avant de consommer à des fins de performance académique, avaient déjà une consommation pour d'autres motifs, que ce soit pour la détente, pour le plaisir, etc. Bien, il y avait d'autres motifs de consommation avant que la consommation soit généralisée au contexte académique. Donc, évolution au niveau des motifs, mais également évolution au niveau de la substance et du choix des substances en tant que telles. C'est-à-dire que les étudiants avaient tendance à se tourner vers des substances psychoactives considérées comme plus puissantes si les substances initiales ne répondaient pas à leurs besoins. Je donne comme exemple, il y a certaines personnes, certains étudiants qui consommaient des dérivés de la caféine, boissons énergentes, café ou des médicaments sur ordonnance de type stimulant, que ça ne répondait pas à leurs objectifs, donc se tournaient vers des substances qu'ils considéraient comme plus puissantes, comme des stimulants illicites. J'ai en tête les amphétamines ou la cocaïne. Au niveau de l'accessibilité et de l'acceptabilité, 2 éléments, 2 facteurs qui se rejoignent étroitement. On s'entend. Donc, au niveau des prévalences, plus les substances étaient accessibles, souvent par leur aspect légal, plus ils étaient acceptables et plus ils étaient consommés. Encore une fois, on pense souvent à l'alcool, au cannabis, aux dérivés de la caféine. Et aussi, un autre fait intéressant au niveau de l'acceptabilité, on s'est rendu compte que les institutions scolaires qui avaient des politiques claires, soit qui pénalisaient ou non, mais qui avaient des politiques claires qui encadraient la consommation à des fins de performance académique, ça venait diminuer l'acceptabilité chez les étudiants. Dernier facteur que je vous présente, c'est la sévérité perçue des effets secondaires. Dans le fond, la sévérité des effets secondaires, c'était le principal facteur qui faisait en sorte que ça dissuadait les étudiants d'avoir recours à des consommations en contexte académique. Les craintes de vivre des effets secondaires graves comme une crise cardiaque ou de développer une dépendance, ça faisait en sorte que les étudiants étaient moins enclins à se tourner vers la consommation. Par contre, fait aussi qui s'est retrouvé dans les différentes études, c'est que ce critère-là, ça avait un effet limité à la longue parce que ça ne rejoignait pas tous les étudiants. Donc, recommandation pour les intervenants à qui je m'adresse actuellement, les interventions ne devraient pas uniquement viser à informer sur les différents effets secondaires des substances parce que, comme je viens de vous le dire, ça a un effet très limité et ça ne rejoint pas tous les étudiants. Au niveau des principaux constats, première chose que je peux vous dire, c'est une influence multifactorielle et c'est unique à chaque étudiant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 12 facteurs que je vous ai présentés n'influencent pas de la même façon et au même degré tous les étudiants. Au niveau des croyances erronées, l'ensemble des croyances, je vous en ai nommé 2 tout à l'heure au niveau de la prévalence des pairs, au niveau de l'usage, au niveau des effets que ça peut permettre. Mais aussi, on ajoute à ça les recommandations des professionnels de la santé, les stratégies de marketing du style Red Bull donne des ailes, ça mène à une banalisation de la consommation en contexte académique, qui peut encourager ou qui peut justement faire en sorte que certains étudiants se tournent vers ça comme stratégie. Je m'en vais en bas à gauche. Au niveau du sentiment d'efficacité personnelle, on s'est rendu compte que dans le fond, la consommation de substances, elle venait compenser un faible sentiment d'efficacité personnelle. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est une source d'aide extérieure. Par contre, mais c'est que la consommation vient aussi maintenir ce faible sentiment d'efficacité personnelle-là parce qu'à la longue, ça va amener les étudiants et étudiantes à croire qu'ils ont besoin de la consommation pour performer et que sans la consommation, ils ne seront pas en mesure de performer suffisamment. Et dernièrement, au niveau de la pression de performance, dans le fond, cette norme-là et cette adhérence aux normes de pression de performance qui découlent notamment de la société, du milieu scolaire, des parents et de la personne, la consommation, en fait, c'était une stratégie pour répondre aux exigences élevées, surmonter le stress chronique des études qui demandent beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, parfois sur des longues périodes de temps. Je pense à mes collègues au doctorat, post-doctorat, peu importe, même à la maîtrise, c'est quand même des exigences parfois élevées.
et qui demandent beaucoup de temps d'investissement d'énergie. Et finalement, afin de dépasser les limites personnelles. Donc, les étudiants et étudiantes consommaient justement, afin de dépasser leurs limites personnelles. J'ai en tête des étudiants, des articles qui disaient que les étudiants n'étaient pas satisfaits de leur niveau de mémoire, pas satisfaits de leur niveau d'attention ou qu'ils devaient consommer pour compenser une autre consommation afin d'avoir un bon sommeil, etc. Donc, pas satisfaits de leur fonction cognitive. Au niveau des limites de la démarche, force de la démarche, rapidement, c'est une thématique d'actualité, on s'entend, vous et moi, ça a fait couler beaucoup d'encre la consommation, contexte performance académique. Je pense à une étude de la semaine dernière qui est sortie sur les étudiants à l'Université de Sherbrooke. Vous irez lire, très intéressant. Et au niveau de la rigueur méthodologique, on a repris plusieurs éléments d'une revue systématique. Je pense aux critères d'inclusion, critères d'exclusion. On a fait le score de la qualité des articles afin de s'assurer justement de la qualité des articles qui étaient retenus. Au niveau des limites, provenance des études, on n'a malheureusement aucune étude qui a été faite sur une population québécoise. Donc, les systèmes d'éducation varient dans les autres provinces et dans les autres pays. Il n'y a pas nécessairement notre belle institution du cégep. Donc, je vous rassure, on s'est assuré que tous les résultats identifiés s'appliquaient aussi à la population québécoise. Restriction à une tranche d'âge. Nous, on a ciblé les jeunes adultes, donc il y aurait possiblement d'autres facteurs qui s'appliqueraient aux étudiants du secondaire ou aux étudiants plus âgés, comme dans le cas d'un retour aux études, par exemple. Retombées pour l'intervention, c'est certain que notre démarche a permis de mettre en lumière les différents facteurs associés à ce phénomène-là. Ça va permettre de bonifier et de développer des ateliers, des interventions qui vont inclure les éléments étudiés puis associés justement au phénomène. Autre retombée, on ne s'y attendait pas, ce n'était pas nécessairement un objectif, mais on s'est rendu compte en rédigeant et avec les résultats qu'on avait, que ça va permettre de fournir des pistes de réflexion et de débat qui vont permettre de réunir à la fois les établissements scolaires, les intervenants, les étudiants, puis on joindra les parents ou les autres s'ils veulent se joindre aux discussions, mais ça va être important d'avoir différentes réflexions quant aux politiques institutionnelles des établissements scolaires, ce qui encadre je ne veux pas appeler ça le dopage académique, mais on pourrait faire certains liens. Autre retombée pour l'intervention, ça va être important d'identifier l'équilibre subjectif quant aux perceptions des risques et des bénéfices de chaque étudiant afin de bien privilégier les facteurs à mettre de l'avant dans les interventions. Un petit peu comme je vous disais tout à l'heure, les facteurs n'influencent pas les étudiants au même degré, mais ça va être intéressant de s'informer de la réalité de chaque étudiant et étudiante afin de savoir lesquels des facteurs on doit mettre de l'avant. Intervention qui devrait viser à sensibiliser quant à la banalisation du phénomène, démystifier les croyances sous-jacentes à ce type d'usage, identifier les ressources des étudiants et leurs objectifs de réussite personnelle, académique, pas ceux de la société ni ceux de leurs parents, favoriser le développement d'un sentiment d'efficacité personnelle élevé et développer, expérimenter d'autres habiletés de gestion du stress et des habiletés de travail. En conclusion, oui, notre recension a permis de mettre en lumière la complexité de ce phénomène-là. Les interventions devraient donc considérer les facteurs qu'on a identifiés dans la démarche parce que ces usages-là peuvent présenter et avoir des répercussions importantes chez les étudiants. Cependant, notre démarche a aussi mis en lumière la nécessité d'entamer des réflexions plus larges qui concernent les politiques institutionnelles et académiques. En ce sens, l'inclusion à elle seule des 11 facteurs que je vous ai nommés tout à l'heure, elle aurait seulement un effet limité si les normes et les valeurs académiques demeurent les mêmes. Donc, les normes classiques d'excellence pour ce que ça peut susciter comme effet délétère chez les étudiants et les étudiantes devraient être mis en question. Le milieu scolaire qui devrait notamment mettre de l'avant la coopération plutôt que la compétition afin que les jeunes adultes en construction puissent évoluer dans un contexte plus apaisé, épanouissant, puis se souvenir de leurs études comme étant un événement positif. Donc, voici une petite référence. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Jean-Philippe. C'est fort intéressant. Tu sais, quand on dit on veut réunir tous les acteurs, puis je pense qu'il y a une bonne prévention à faire avec tous les acteurs. Tu sais, changer les cultures organisationnelles, je pense que c'est vraiment une bonne piste. En attendant, Jean-Philippe, tantôt, tu disais que tu n'avais pas abordé les articles parlant juste de mes usages de médicaments sur ordonnance de type stimulant, que ça avait été suffisamment recensé. Mais avais-tu trouvé des différences entre l'usage de médicaments et les autres SPA, puis des différences d'intervention? En fait, oui. Puis chose qui a été la plus intéressante, je te dirais, d'inclure les différentes substances psychoactives et non juste les médicaments, ça a été de pouvoir comprendre une complexité supérieure de ce fameux phénomène-là. Parce que quand on pense à
performance académique, on pense souvent directement, instinctivement à augmentation des fonctions cognitives, tandis que quand on s'intéresse aux autres substances, je pense à l'alcool, au cannabis, aux différents médicaments sur ordonnance, mais de type dépresseur, qui peuvent venir aussi augmenter les performances, mais indirectement. Donc, en s'informant aux différentes substances, on permet aussi d'identifier différents motifs de consommation, différentes fonctions de la consommation qui devraient être incluses dans les interventions, donc qui devraient être mises de l'avant. Donc, d'où l'importance, si vous avez à intervenir ou peu importe dans le cadre d'une intervention en milieu scolaire, mais ça serait important justement d'identifier l'ensemble des substances qui peuvent avoir une fonction académique. OK, pour bien connaître justement qu'est-ce qu'il va rechercher à travers ça. Excellent. Hey, merci beaucoup, Jean-Philippe, pour ta présentation et au plaisir. Maintenant, nous serions rendus à la présentation de Mme Jennifer Cohen-Reyes, étudiant à la maîtrise en psychiatrie au niveau recherche à l'Université McGill, sous la direction du professeur Michel Perrault et récipiendaire du prix Coup de cœur. Mes félicitations. Ta présentation, c'est Accès aux services en santé mentale pour les personnes souffrant de douleurs chroniques, revue de littérature. Donc, Jennifer, je te cède la parole. Excellent. Merci beaucoup pour l'introduction et merci beaucoup. Je suis très honorée d'être parmi vous et ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Alors, commençons par... Je vais vous présenter aujourd'hui la première partie de mon projet de recherche de maîtrise portant sur l'accès aux services en santé mentale pour les personnes souffrant de douleurs chroniques. Et c'est une revue de la littérature. Alors, dans notre équipe de recherche, l'équipe de recherche des Dr Michel Perrault, au Centre de recherche de l'hôpital Douglas, on s'intéresse vraiment à l'adaptation des services pour les personnes qui consomment des opioïdes ayant de différents profils de consommation. Et ça, dans le cadre de ces projets, c'est qu'on a mené ces projets, cette revue de littérature qui fait partie de ma maîtrise. Donc, pourquoi s'intéresser? Pourquoi nous nous intéressons à la douleur chronique? Mais c'est un problème important de santé publique. Il est estimé que 20% de la population canadienne souffre de douleurs chroniques. Et ça pourrait augmenter pendant et après la pandémie de la COVID-19. C'est important donc de s'intéresser aux différents enjeux liés à la douleur chronique. Et un de ces enjeux, c'est les problèmes de santé mentale. Donc, on va suivre une madame ici, c'est un personnage fictif. La douleur chronique est souvent accompagnée par des problèmes de santé mentale tels que la dépression et l'anxiété. Vous pouvez voir ici, à titre d'exemple, presque la moitié des personnes qui souffrent de douleur chronique souffrent également de dépression. Et malheureusement, ce n'est pas seulement les problèmes de dépression et d'anxiété qui accompagnent la douleur chronique. La douleur chronique est souvent traitée avec des médicaments opioïdes, ce qui comporte des risques de dépendance et de surdose. Et une proportion de personnes qui prennent des médicaments opioïdes pour la douleur chronique, malheureusement, pourraient développer un trouble d'usage d'opioïdes. Donc, ici, on peut voir la madame, malheureusement, ça pourrait illustrer un peu les problèmes de santé mentale que cette population vit. Et on peut voir déjà le fort lien entre la santé mentale et la douleur chronique. Et ce lien va encore plus loin. Quand on parle de la transition de la douleur aiguë à la douleur chronique, on pense parfois d'un lien qui aurait des bases biologiques. Mais ce que peut-être on ne pense pas, c'est que la transition de la douleur aiguë à la douleur chronique aurait également des bases en santé mentale, donc aurait des liens avec la santé mentale. Un des modèles qui explique ces liens entre la douleur chronique et la santé mentale, serait le modèle d'évitement de la douleur liée à la crainte. En anglais, on appelle ça Fear Avoidance Model. Donc, peut-être ça vous dit quelque chose. Ce modèle énonce que quand une personne ressent une sensation de douleur, cette sensation de douleur pourrait être accompagnée par des sentiments négatifs. Et si c'est le cas, on pourrait voir ce qui se passe au niveau cognitif. Au niveau cognitif, ce qui serait lié à la santé mentale, bien sûr.
Si la personne ressent ce sentiment négatif dont on parle, ça peut l'amener à avoir des réactions négatives exagérées à l'égard d'activités qui pourraient provoquer de la douleur. C'est ce qu'on appelle catastrophisme de la douleur, qui est accompagné par l'anxiété. Bon, ça pourrait aussi ensuite causer de la crainte face à la douleur, à éviter des activités qui pourraient potentiellement causer de la douleur, et ce qui engendre plus de sentiments négatifs et qui pourrait contribuer à l'invalidité et à l'inutilisation des parties du corps affectées. Si ce cycle n'est pas adressé, ça pourrait continuer. Alors, on peut voir déjà le fort lien entre la santé mentale et la douleur chronique, pas seulement pour les problèmes de santé mentale concomitants, mais aussi le rôle de la santé mentale, le rôle qui joue la santé mentale pour le maintien de la douleur chronique. Alors, compte tenu de ces forts liens, les services en santé mentale auraient un gros potentiel pour cette population. Les services en santé mentale comportent des bienfaits à la fois pour la douleur et pour le problème de santé mentale. Ici, on voit un format de ces services en santé mentale. Ces services en santé mentale pourraient aussi favoriser la fin des cycles négatifs cognitifs, comme c'est lui mentionné. Et bon, on voit ici un autre format de service avec nos fameux personnages. Il serait donc important de garantir l'accès aux services en santé mentale pour cette population et que ces services soient adaptés à leurs besoins pour qu'ils puissent y accéder. Malgré cette importance, on remarque que dans la littérature, l'état de l'accès aux services en santé mentale est peu documenté. Il y a un écart. Alors, parce qu'on a remarqué cet écart, on a décidé de synthétiser la littérature sur l'accès aux services en santé mentale pour les personnes qui souffrent de douleurs chroniques et tenter de combler cet écart-là. Et pour ce faire, on a mené une revue de littérature, et cette fois-ci, c'est une revue rapide de la littérature portant sur des études originales avec les mots-clés affichés à l'écran, et ça sur les bases de données Scopus et PsycInfo. Les articles pouvaient être soit en anglais ou en français. Et finalement, un accord interjuge a été réalisé pour la sélection des articles. Donc ça, entre deux personnes, moi et une agente de recherche. On peut vous montrer déjà quelques résultats. Donc, premièrement, 10 articles seulement ont été retenus à partir de 295 articles identifiés. Et les études qu'on a identifiées ont recouru à des groupes de discussion, à des entrevues et des sondages auprès de patients souffrant de douleurs chroniques et aussi auprès de professionnels de la santé. Ces études ont été menées dans différents pays, tels qu'aux États-Unis, en Australie, au Canada et au Singapour. Et quelque chose qu'on a remarqué dès le début, c'est que les études portaient plutôt sur l'accès aux services en santé mentale pour le traitement de la douleur et pas pour les traitements des problèmes en santé mentale concomitants. Excuse-moi pour le bruit. Alors, on peut déjà vous montrer quelques résultats et on peut les diviser en deux, soit des barrières à l'accès et tantôt donc des facteurs facilitant l'accès. On a identifié 3 types de barrières à l'accès. Premièrement, les barrières organisationnelles. Le deuxième type de barrière qu'on a identifié, c'était les barrières liées aux croyances. Et le troisième type de barrières était celle liée à l'information. Donc, allons-y avec le premier type de barrières, les barrières organisationnelles. Dans les barrières organisationnelles, on a identifié quelques barrières et bien sûr, c'est les 3 types de barrières principales. Et dans les barrières organisationnelles, les coûts et la couverture des assurances qui se montrent limitées étaient les barrières les plus fréquemment identifiées dans les études repérées. Et je voudrais vous lire quelques extraits des participants
qu'on a repéré des études identifiées qui pourraient donner un peu plus de contexte. Ici, un extrait qui est lié à ces barrières. Le premier type des barrières dans ce type, c'est les coûts et la couverture des assurances. Donc ici, un professionnel de la santé, un participant dans une étude aux États-Unis, rapporte: nous ne pouvons pas vraiment suggérer ces options car beaucoup de nos patients disposent des ressources financières limitées. Ça nous donne quand même beaucoup de contexte. Et il y a une deuxième barrière qui est identifiée dans ce type de barrière, qui est l'offre des services qui se montre limitée et la distance pour se rendre au service. Donc, ici, on peut, encore une fois, on vous montre un extrait d'une étude. Et ici, avec un professionnel de la santé, un participant dans une étude au Singapour. Ici, elle dit, on ne sait pas si elle, c'est un personnage fictif, le participant, il dit, nous avons des psychologues qui nous aident, mais ils ne sont pas formés pour traiter la douleur chronique. Bon, le deuxième type de barrière identifiée, c'était les barrières liées aux croyances. Et dans ce type de barrières, on les a divisées en deux. La première, c'était les croyances des patients. Oui, les croyances des patients a été identifiée comme une barrière importante à l'accès. Et je vous lis un petit extrait pour vous donner le contexte. Donc, un participant, une personne souffrant de douleur chronique dans une étude au Singapour, rapporte: pourquoi vous me référez au service en santé mentale? Est-ce que vous voulez dire que ma douleur n'est pas réelle? Alors, vous voulez dire que la douleur est seulement dans ma tête, mais j'ai mal. Donc, on peut déjà ressentir ce que cette personne ressent. On pourrait même comprendre pourquoi cette population aurait cette barrière-là. La deuxième barrière dans ce type de barrière, les croyances, c'est les croyances des professionnels. Oui, les croyances des professionnels. Et ces croyances seraient rattachées à la stigmatisation et à la réticence à utiliser des approches en santé mentale pour traiter la douleur chronique. Ici, on a un extrait d'un professionnel de la santé dans une étude aux États-Unis. Je ne changerai pas. La philosophie est en train de changer, évidemment, concernant la prescription d'opioïdes et les traitements alternatifs pour gérer la douleur, mais je préfère ne pas le faire. Bon, évidemment, on va mettre disponible ces diapos. Vous allez pouvoir lire plus lentement les extraits. Le troisième type de barrière qu'on a pu identifier, c'était les barrières liées à l'information. Et les participants ont rapporté que l'information était souvent très limitée, pas accessible. Par exemple, que les professionnels de la santé parfois ne partageaient l'information concernant les services en santé mentale. Un participant, une personne souffrant de douleur chronique qui rapporte: mon médecin ne m'a pas fourni de l'information concernant les traitements non traditionnels, y compris les services en santé mentale. On passe maintenant aux facteurs facilitant l'accès. Et bien sûr, les facteurs facilitants qu'on a identifiés dans la littérature adresseraient les barrières qu'on a identifiées aussi. Le premier facteur facilitant serait une meilleure couverture ou réduction de coûts. Deuxième facteur serait d'offrir davantage de services en santé mentale dans le cadre de la douleur chronique. Bien sûr, d'avoir un médecin empathique qui offre et qui explique les différents types de traitements en santé mentale. Et bien sûr, ici, c'est pour la douleur chronique. Et aussi lié aux deux derniers points, c'est la sensibilisation aux services en santé mentale, pas seulement pour les patients, mais aussi pour les professionnels de la santé et pour la population en général. C'est ce que j'essaie de faire maintenant avec vous. Donc, ici, un extrait qui je trouve très important de vous lire. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de recourir aux services en santé mentale. C'est parce que mon médecin m'a expliqué qu'il m'aiderait au moins à gérer ma douleur et avoir une vie aussi normale que possible. Donc maintenant, je pense au sujet de rétablissement qui Myriam a abordé. Donc, un petit résumé, que je vais passer vite.
Bien sûr, aussi, on voit les barrières plutôt liées au coût, l'offre de services et les croyances, et bien sûr l'information, et le facteur facilitant qui adresserait ces barrières. J'aurais quelques réflexions, si on a le temps, quelques réflexions au-delà des résultats. Mais premièrement, on peut remarquer que les barrières identifiées sont très similaires à celles identifiées dans le domaine de la santé mentale. C'est que peut-être nous aiderait à attirer des pistes de solutions. Et quand je parle de barrières similaires, on parle des croyances, des stigmatisations, réticences à utiliser les services en santé mentale. Une deuxième réflexion qu'on aurait, ce serait que les barrières organisationnelles seraient possiblement accentuées par la chronicité des conditions. Je peux vous donner peut-être plus de détails après, si vous voudrez, mais le fait que la douleur chronique ait des bases cognitives et des liens avec la santé mentale et que peut-être serait accompagnée par des problèmes en santé mentale pourrait aussi faire en sorte que les personnes, que les patients auraient besoin d'un suivi plus étendu, ce qui vient avec des charges financières plus élevées. Et la troisième réflexion qu'on aurait, c'est que les barrières liées aux croyances des professionnels, liées à la réticence à utiliser les approches en santé mentale, peut-être concernerait la place qu'on donne normalement aux approches en santé mentale dans le contexte des maladies physiques. Ce serait plutôt de la non-pertinence des approches en santé mentale dans le contexte des maladies physiques. Donc, on ne voit pas nécessairement le lien entre ces deux. La prochaine étape pour nous, c'est de combler l'écart qu'on n'a pas pu combler pendant notre revue de littérature. C'est de comprendre comment est l'accès aux services en santé mentale, mais cette fois-ci pour traiter les problèmes de santé mentale concomitants. On voudrait documenter les besoins perçus, les obstacles, les facteurs facilitants à l'accès aux services en santé mentale pour traiter le problème de santé mentale concomitant. Et pour ce faire, on fera un sondage en ligne auprès de cette population. Si vous êtes intéressé, soit à partager le sondage ou à remplir le sondage, si vous vous sentez identifié, n'hésitez pas à m'écrire. Et en conclusion, une offre de services plus adaptée au point de vue des personnes souffrant de douleurs chroniques ainsi qu'à celui des professionnels impliqués favoriserait le rétablissement de cette population et en plus, possiblement, aiderait à prévenir plusieurs des conséquences négatives associées à cette condition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jennifer. Des belles recommandations, des belles réflexions. Je trouve intéressant, effectivement. Je pense que l'importance de travailler en complémentarité, justement, pour le mieux de la personne. Quand même, j'avais une question. Quelles sont les approches en santé mentale qui ont des données probantes pour le traitement de la douleur chronique? Oui, donc, si on parle des traitements vraiment pour la douleur chronique, là, on se concentre sur la douleur chronique. On parle de CVT, premièrement. Et récemment, vraiment en 2020, il y a eu une revue de littérature Cochrane, Gold Standard, où il révisait la littérature sous ces traitements. Et le CBT, Cognitive Behavioral Therapy, a été placé comme celui ayant plus d'évidence pour traiter la douleur chronique. Si on compare avec les autres approches pharmacologiques peut-être, c'est quand même, la conclusion était qu'il y a peu de bénéfices en ajout, donc supplémentaires. Mais si on prend aussi les risques liés à l'utilisation de médicaments opioïdes, on pourrait voir effectivement l'avantage de peut-être essayer les traitements en santé mentale, même si comparativement, ils sont similaires. Ils donnent des résultats similaires. OK. Ah non, mais c'est pas intéressant. Merci vraiment beaucoup, Jennifer.